Après une année 2017 encourageante, l'économie française marque le pas avec des prévisions de croissance en deçà des espoirs du gouvernement. Qu'en est-il pour la Bretagne? Doit-on craindre le ralentissement de l'activité économique? Quelles conséquences pour l'emploi? Notre région est-elle suffisamment forte pour poursuivre son développement? Bienvenue dans l'heure du débat. Et avec nous pour ce débat, tout d'abord, Jean-Pascal Prevet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional de la Banque de France, fin observateur des soubresauts économiques de notre région. Bonjour Thierry Treusch. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bretagne et à ce titre en contact direct avec les entreprises et leurs besoins. Florent de Kersauzon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Nestadio Capital, une société de gestion qui finance les PME innovantes, ces sociétés de croissance pour qui l'argent est le nerf de la guerre. Au cours de ce débat, nous accueillerons également Erwan Minier, président fondateur de Target First, une start-up de Saint-Brieuc, et Pierre Méran, directeur d'Atout, une structure permettant aux salariés de partager leur temps de travail entre plusieurs entreprises. Sur ce plateau, également notre artisan de la caricature, l'entrepreneur du coup de crayon, le bien nommé, l'indispensable Loïc Schwartz. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors que vous inspire le coup de mou de l'économie bretonne? Voyons ça. Les coueves des bigoudens vacillent en 2018. Terreur sur la Bretagne. Bon, on le voit quand même sur cette caricature, la bigoudaine de 2017, elle sourit. Et pour cause, l'an passé, la croissance a dépassé les 2% dans notre région. Et le chômage a baissé. L'année 2017 fut exceptionnelle selon les économistes. Notre journaliste Éric Pinault vous résume les faits. En 2017, l'emploi salarié privé progresse de 2,4% en Bretagne, 17 500 emplois créés, plus qu'au niveau national, plus 1,6%. La hausse bretonne est la deuxième plus élevée des régions françaises après celle des Pays de la Loire, avec un fort dynamisme dans le secteur des services et du commerce, 14 500 emplois créés, même s'il s'agit pour un tiers de travail intérimaire. L'industrie bretonne a également retrouvé des couleurs dès le début 2017, plutôt qu'en France en général, plus 1100 emplois, essentiellement dans l'agroalimentaire, bien que ce secteur soit frappé par les restructurations chez Doux et Tilly Sapco. Le bâtiment va aussi, et pour la première fois depuis 2008, les effectifs y augmentent avec 1900 emplois supplémentaires. Bonne année également pour le tourisme régional. Le nombre de nuitées est en hausse, 7,1%, un record depuis 2010 grâce à l'affluence de touristes français dans les campings et d'une clientèle étrangère dans les hôtels haut de gamme. Autre indicateur de bonne santé, les créations d'entreprises, plus 3,4% en 2017, le plus haut niveau depuis 2011. Et au contraire, le nombre de structures qui mettent la clé sous la porte a baissé de 6% dans le même temps. L'an passé, la Bretagne a réalisé 2,4% des exportations de l'économie française. Jean-Pascal Prevet, peut-on dire que l'année 2017 était un bon cru économiquement parlant? Alors c'était un bon cru et c'était vraiment une année d'accélération, puisque en Bretagne, dès 2016, on a ressenti au deuxième semestre une reprise d'activité et ça n'a cessé d'accélérer en 2017. Et l'année 2017 a fini avec une vitesse extraordinaire, extraordinairement forte, une activité extraordinairement forte, peut-être un peu trop forte sur ce qu'on est capable de tenir sur la durée. Et chose extraordinaire, c'est que tous les services, toute l'industrie, tous les BTP, l'ensemble des secteurs étaient dans cette croissance. Tous les secteurs en ont bénéficié. Tous les secteurs en ont bénéficié, alors que par exemple le BTP a été à la peine très fortement depuis 2008-2009. Donc alors, là, c'était vraiment une reprise généralisée. On va détailler les secteurs un petit peu plus tard. Thierry Treusch, ça s'est traduit comment finalement pour les entreprises? Par une amélioration de leur chiffre d'affaires, de leur marge, un carnet de commandes bien rempli? Alors un carnet de commandes effectivement plutôt bien rempli, mais moi ce qui me vient en premier à l'esprit, par des trésoreries qui se sont améliorées, qui se sont reconstituées parce qu'elles étaient tendues. Et cela s'est traduit aussi par un investissement du coup qui est lancé? Les investissements, lorsqu'on regarde le niveau d'investissement de la moyenne européenne en 2017, la France et la Bretagne étaient légèrement en dessous. Par contre,
mais là je parle sous le contrôle de directeur de la Banque de France. Par contre, ce premier semestre 2018 semble se traduire effectivement par des investissements plus soutenus. Florent de Kersauson, vous qui financez le développement des entreprises de croissance, est-ce que vous avez vraiment senti justement ce souffle en 2017 ? On a senti qu'il y avait beaucoup de créations, effectivement, qu'on était pas mal sollicité, mais on ne peut pas dire qu'il y avait un enthousiasme particulier. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une activité en Bretagne autour de tout ce qui est French Tech, autour de tout ce qui est Pool maintenant, à Rennes, etc., qui fait qu'il y a un écosystème qui accélère et permet, je dirais, la création d'entreprises nouvelles. Maintenant, créer, c'est bien, financer, c'est bien, il faut les tenir dans la durée. Et je pense qu'on en reparlera. Alors, qu'est-ce qui a porté finalement l'économie bretonne l'an passé ? Pourquoi est-ce qu'on a eu cette croissance un petit peu plus exceptionnelle ? Alors, on ne parle pas de chiffres astronomiques, mais quand même, par rapport aux dernières années, comment on explique ce surcroît de croissance ? Alors, il y avait déjà un environnement international extrêmement porteur. La croissance mondiale était très forte. La croissance européenne était très forte. Quand une partie de notre commerce extérieur est fait avec l'Europe, on a été tiré véritablement par l'Europe. Il y avait également des consommations des ménages très bien orientées, des investissements des entreprises qui commençaient, comme vous le disiez, qui commençaient à s'orienter à la hausse de façon significative. Donc en fait, tous les facteurs de croissance étaient dans le même sens, sauf le commerce extérieur pour lequel on a des difficultés. Mais l'alignement des planètes était celui-là. C'est l'alignement de la consommation ménage, de l'investissement des entreprises, de l'achat immobilier des ménages. Et les entreprises, derrière, ont eu des carnets de commandes qui ont gonflé dans des proportions historiquement très élevées. Alors ça, j'ai envie de dire, c'était avant. Parce que cette année, la donne est moins favorable. La croissance fléchit. Sur le premier semestre, on est sur un rythme de 0,2, 0,3% de croissance. Du coup, on n'atteindra probablement pas les 2% en fin d'année. Comment est-ce que vous expliquez ce rassemblement ? Finalement, tout le monde semble avoir été un peu pris par surprise, gouvernement y compris. Je crois d'abord qu'il y a le contexte international qui est un peu moins bon, donc il faut prendre la référence qu'utilisait la Banque de France. Et ensuite, il y a quand même un coup de mou dans le moral des Français. Coup de mou avec instabilité fiscale, coup de mou avec taxes supplémentaires de tous ordres, coup de mou avec les carburants, etc. Vous avez le sentiment qu'on a cassé c'est-à-dire qu'on a refait du Hollande, c'est-à-dire qu'on a recommencé par dire on va vous taxer maintenant et on vous détaxera dans le futur. Et ça, c'est pas bon. Je veux dire, quand on veut être un peu chef de bande, il faut entraîner les gens avec l'enthousiasme. Il ne faut pas essayer de les démoraliser dès le départ en leur disant dans 3 ans, les gars, on vous rasera gratis et tout ira bien. Et je pense que c'est très, très dommage d'avoir fait ça. Et ce qui me concerne, je le regrette vraiment très profondément. Thierry Troche, est-ce qu'on doit craindre ce ralentissement ou est-ce que notre région est mieux armée pour résister Alors, il y a deux questions. La première question, est-ce qu'on doit craindre ce ralentissement ? Je vous rappelle que l'on parle de, selon l'INSEE, d'une progression du PIB de l'ordre de 1,8 à 1,9% en 2018. Donc on n'est quand même pas dans une situation catastrophique. On parle aussi de 1,6, 1,7. Enfin bon, ça reste quand même... Peu importe. Ouais. On reste quand même dans des eaux qui sont relativement intéressantes, avec des fondamentaux qui continuent à être bien orientés. L'argent reste peu cher. L'inflation commence un petit peu à laisser parler d'elle, mais 1,7%, on a connu pire. Au niveau des besoins mondiaux, ils sont là, ils sont présents. Un certain nombre de choses ont été faites, et ce, indépendamment de toute appréciation politique, au niveau pour redonner un petit peu d'air aux entreprises. Je pense au CICE, le CICE qui a été terriblement critiqué parce que complexe à mettre en œuvre, etc. C'est quand même, globalement, pour faire simple, le coût du travail qui a baissé de 6% depuis bientôt 5 ans. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes sur le plan international qui
font que nous avons sur l'avenir une sorte de point d'interrogation. Il y a eu aussi un enthousiasme lié aux dernières élections qui laissait penser que la France allait de nouveau les énergies se libérer. Les énergies se libérer, et on s'aperçoit que, comme vous l'avez très bien dit, que les contraintes sont au rendez-vous. On en met encore quelques-unes. Vous savez, l'impôt à la source, je suis aussi chef d'entreprise. À la source, bien sûr, je vais faire avec, mais le temps que mes équipes vont consacrer à expliquer les choses au personnel, c'est du temps qui n'est pas consacré à réaliser le cœur de notre métier, c'est-à-dire trouver des clients. Ce que vous dites, c'est que vous avez la sensation que des freins se sont rajoutés, quoi. Je pense qu'il ne faut pas casser, et d'ailleurs on le voit bien au travers des sondages qui sont faits auprès des chefs d'entreprise, ils gardent le moral. Donc il ne faut pas, sur le plan médiatique et en termes de communication, surfaire les inquiétudes qui, effectivement, excusez-moi de le dire, mais font quand même partie de la vie normale d'un chef d'entreprise. On sait quelquefois à peu près demain à quoi peut ressembler demain. Mais après-demain, alors là, c'est déjà beaucoup plus incertain. Et lorsqu'on parle de l'activité à 2 ou 3 ans, non, le chef d'entreprise, lui, il avance en fonction de son carnet de commandes, il essaie de s'adapter. Et il a un moral aujourd'hui d'acier. Donc surtout, j'aimerais qu'à l'issue de cette émission, eh bien, l'enthousiasme reste au rendez-vous. Bon, le message est passé. Alors l'une des spécificités de notre région, puisqu'on parle de bonnes nouvelles, c'est la bonne tenue de l'emploi tout de même. Au premier semestre 2018, le taux de chômage en Bretagne s'élevait à 7,6% contre 9,2% en France. C'est quand même beaucoup moins que la moyenne française. La Bretagne fait mieux sur le front de l'emploi, même si depuis le début de l'année, évidemment, le chômage remonte légèrement. Ce ralentissement économique de cette année, est-ce que vous pensez qu'il va avoir un impact sur l'emploi, justement? Est-ce qu'on peut craindre une hausse durable du chômage? Est-ce qu'on commençait à voir amorcer un début de baisse un peu régulier? Et là, est-ce qu'on doit finalement craindre? Vous l'avez dit, la région Bretagne a un taux de chômage qui est nettement plus faible que le national. Et aujourd'hui, ce qu'on sent surtout dans les entreprises, c'est la grande difficulté à embaucher. Et il y a un décalage entre la population qui est disponible, qui recherche un emploi, et les besoins des entreprises. Donc l'enjeu essentiel, je crois, c'est un enjeu de formation professionnelle, c'est un enjeu de véritablement améliorer l'adéquation entre ce que la population au chômage aujourd'hui peut faire et le besoin des entreprises. Donc je pense que plus que le petit ralentissement, parce qu'en fait, comme vous le disiez, la croissance, on devrait repartir sur des zones de 0,4. En tout cas, nous, d'après nos enquêtes de conjoncture, on repart sur du trimestriel de 0,4. Donc, on va reprendre un peu de croissance, un peu moins forte que l'année dernière, mais on est quand même dans une zone de croissance. Donc, moins que ce ralentissement de la croissance, c'est plutôt s'interroger sur l'adéquation entre les besoins des entreprises et les gens qui sont à la recherche d'emploi. Je crois que c'est vraiment ça qui est essentiel. Oui. Je crois qu'il faut aussi que, dans la région, on investisse sur des secteurs qui sont porteurs et qui sont prometteurs. Auquel pensez-vous? Par exemple, moi, je remarquais ce que disait notre président de région l'autre jour, qui voulait insister sur le fait que la Bretagne devait être un champion de la bonne bouffe et du nouveau agroalimentaire. Et ça, par exemple, je me disais, voilà là où il faut faire des efforts parce que d'abord c'est un secteur très important en termes d'emploi aujourd'hui. Oui. D'abord c'est un secteur très important. Et puis. Mais quel type d'effort alors il faut faire, parce que c'est quand même un secteur. Par exemple, je vais vous dire à notre niveau, nous ce qu'on va faire, nous on va crée un fonds d'investissement spécifique pour l'agroalimentaire, qui va être un fonds qui va être dédié à l'amélioration de la nourriture animale et humaine. Et de la boisson, bien sûr, et de la boisson aussi. Donc, ça veut dire, évidemment, des viandes moins grasses, des choses plus nourrissantes, des compléments alimentaires plus efficaces. Vous prenez finalement un saut qualitatif pour l'agroalimentaire. Je crois qu'il faut faire aussi dans ce domaine-là un saut qualitatif. Il faut investir dans nos forces et les adapter au futur. Et je pense que dans l'agroalimentaire, qui est une des forces très importantes de cette région, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on fasse la même chose que ce qu'on a fait dans la tech. Alors, si vous le permettez, là, sur le problème spécifique de l'agroalimentaire, qui est un des secteurs fondamentaux de notre économie depuis de nombreuses années, donc il est important effectivement qu'il continue à croître et à embellir. Là aussi, ce qui est important, c'est d'instituer un véritable dialogue entre l'agriculture et la transformation.
Alors, on va revenir juste après, on va faire une analyse par secteur, ce sera l'occasion d'aborder ce sujet. Juste avant, je voudrais quand même essayer de comprendre pourquoi finalement Bretagne-Pays de Loire surperforme par rapport au reste de la France. On a traditionnellement une croissance plus forte, un chômage plus faible. Comment explique-t-on ce phénomène? West is the best? Alors, puisque vous m'avez interrompu, allez-y, je vous en prie. Reporter en fait ce que j'étais en train de dire sur l'aspect sectoriel de l'analyse qui aura lieu tout à l'heure. En fait, mon propos, c'était justement une manière de répondre à cette question. Je crois qu'un des atouts, d'ailleurs, vous avez dit une chose, vous avez dit Bretagne-Pays de Loire. Oui. Quelle grande région qui ne s'est pas construite. Et j'espère qu'on va de plus en plus créer des ponts entre les Pays de Loire et la Bretagne. Mais c'est un autre sujet. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a une grande force en Bretagne. C'est la capacité à dialoguer ensemble. Faire en sorte que les politiques, conseil régional, les coms d'agglo, les institutionnels, je pense bien évidemment aux chambres de commerce, aux chambres des métiers, aux chambres d'agriculture, mais à tous les autres institutionnels, les syndicats professionnels et les entreprises sont capables, sur un certain nombre de sujets, de travailler ensemble et de créer ou de favoriser la création des conditions qui permettront le développement économique. Et ça suffit à expliquer presque. Ça ne suffit pas, mais c'est un élément fondamental. Ça ne suffit pas, mais c'est un point fondamental. La situation géographique de la Bretagne explique aussi peut-être cela. Rien n'est acquis, rien n'est naturel, rien n'est facile en Bretagne. Et plus vous vous éloignez de Rennes, plus mes propos, je pense, ont de la réalité. Regardez le côté combatif de nos amis brestois, tout au bout du bout. Bon, comme rien n'est naturel, comme rien n'est facile, plus qu'ailleurs, il faut travailler ensemble. Et ça, c'est une force qu'il faut continuer à développer. On va regarder un dernier indicateur sur la santé économique des entreprises. La création d'entreprises en 2017, plus 19 513 entreprises. Ça représente une augmentation de 3,4% en Bretagne par rapport à l'année précédente. Mais là aussi, exceptionnellement, j'ai envie de dire plutôt, c'est moins bien que la moyenne française, où l'augmentation était de 6,8%. Florent de Kersauson, voilà qui est paradoxal. L'économie bretonne se porte plutôt bien, mais les créations d'entreprises, ils sont un peu poussifs. Qu'est-ce que ça veut dire? L'entrepreneuriat ne séduit pas ici? Je ne crois pas tellement à ces indicateurs. Il faut mieux en créer 10 000 bonnes et plutôt que d'en avoir 19 513 qui ne sont pas bonnes. Je crois que c'est surtout ça la question. Donc, le nombre absolu de création d'entreprises, tant qu'il n'est pas extrêmement déviant par rapport à la moyenne nationale, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. On a ici, je pense, assez d'écosystèmes pour créer aujourd'hui des entreprises de qualité. Donc c'est ça ce qui compte. Pareil, M. Provet, ça ne vous inquiète pas, ce genre de chiffres? Moi, si je regarde sur 5 ans, c'est la moyenne nationale. On est à plus 20% sur la création d'entreprises. Donc, oui, ce chiffre cette année, il est un peu moins bon. Dans la durée, c'est pas vrai. C'est pas significatif. Non. Faut regarder, faut surveiller, mais dans la durée, c'est pas. Par contre, le nombre de dépôts de bilan a diminué en 2017. Oui. Et il semble bien qu'au premier semestre, la tendance soit aussi la diminution. Donc c'est plus le solde. Ce qui corrobore finalement l'amélioration de la trésorerie des entreprises dont on parlait grâce à cette année qui a été bonne. Nous allons faire un petit tour d'horizon justement de notre économie, l'analyse sectorielle, prendre le pouls des différents secteurs, donc industrie, services, etc. Et un secteur a particulièrement retenu notre attention, le bâtiment, moribond suite à la crise financière de 2008, confirme cette fois-ci sa reprise, finit les vagues de licenciements des dernières années. Aujourd'hui, la main-d'œuvre vient même à manquer. C'est un reportage de Stéphanie Zade et Philippe Bauget. Pour Nicolas, l'aventure a commencé depuis 1 an. Il a décidé de se lancer dans l'apprentissage et de faire de sa passion un métier. Il passe un tiers de son temps à l'école, le reste à travailler en entreprise, en apprenant des techniques de plus en plus difficiles. Quand j'étais petit, je construisais des cabanes en parpaing. Et j'ai toujours envie de construire, et même chez moi, j'aime pas rester à l'intérieur. Que ce soit le week-end, qu'il pleut ou pas, je suis tout le temps dehors. Du coup, oui, j'adore le bâtiment et j'aime bien. Après, parfois c'est difficile, mais sinon c'est bien, j'aime bien. Depuis 1 an, le bâtiment a le vent en poupe, mais les entreprises peinent à recruter. La faute à une pénurie de personnel et de jeunes dans les centres de formation. Les possibilités de formation sont là, en tout cas, elles ne manquent pas. Après, est-ce qu'ils ne le sont pas assez? Ils ne sont pas assez nombreux. Peut-être que cette image dévalorisante du bâtiment, depuis toujours, n'a pas été assez suffisamment cassée.
pour pouvoir revaloriser nos métiers et attirer justement les jeunes dans les métiers du bâtiment. Bonjour, je souhaite avoir des renseignements sur le métier de couvreur. D'accord. C'est pour dépoussiérer cette image que le CFA de Vannes ouvre ses portes pour présenter aux familles la diversité de ses métiers, une filière qui séduit de plus en plus les jeunes femmes. Le principe est de trouver d'abord une entreprise qui accepte de vous former. Beaucoup d'entreprises souhaitent former des jeunes et une fois qu'on est entré dans le dispositif de formation, l'insertion est quasi garantie à l'issue de la formation. On est sur des taux qui, pour les jeunes qui souhaitent intégrer la vie active sans poursuivre par une formation complémentaire, on est sur des taux qui sont près de 100% maintenant pour ceux qui sortent. Cette année, le CFA de Vannes va former 700 apprentis et le secteur du bâtiment devrait créer 5300 emplois en Bretagne en 2018. Bon, messieurs, vous connaissez le dicton, hein, quand le bâtiment va, tout va. Et ça se confirme dans les chiffres d'affaires des entreprises. Vous le voyez, on va le voir à l'écran. Tout est au vert, voilà, les services, ça s'est attendu, mais dans l'industrie et la construction aussi, les chiffres d'affaires affichent une belle santé. Alors on va revenir justement sur ce secteur de la construction. L'an passé, près de 2000 emplois ont été créés. C'est la première fois depuis 2008 que le bâtiment recrute. Jean-Pascal Prevet, la reprise du bâtiment, c'est une bonne nouvelle. À quoi la doit-on? Vous qui êtes banquier, c'est l'effet taux d'intérêt, l'argent pas cher? C'est plein de choses. Hein. C'est effectivement l'effet taux d'intérêt, parce que les ménages peuvent emprunter à des taux extraordinairement faibles, et donc ça a dynamisé énormément l'immobilier privé. Oui. Mais c'est aussi l'investissement d'entreprise, vous disiez, qui redémarre, parce qu'il y a pas mal d'immobilier d'entreprise qui est tiré. Et c'est enfin la reprise des investissements des collectivités territoriales, puisqu'en 2017, la demande publique, la dépense publique, est reparti à la hausse, ce qui fait qu'un secteur qui était vraiment sinistré comme les travaux publics se sont mis à sortir progressivement des difficultés. Alors, les marges sont encore difficiles, hein, elles ne sont pas tout à fait sorties d'affaires, mais disons, tous les aspects de la demande, public, entreprise ou ménage, se sont réunis. Et donc, évidemment, l'effet de levier a été très fort. L'argent n'est pas cher pour tout le monde en ce moment. C'est ça aussi, finalement. Oui, c'est vrai quand même, ça. Même pour les travaux publics. Il est cadeau, l'argent. C'est finalement ça qui doit. C'est jamais cadeau. On parle en face d'un banquier. Donc, restons oui, un point de vigilance, malgré tout. Vous avez parlé des travaux publics, qui, effectivement, comme vous l'avez dit, reprennent des couleurs, et c'est tant mieux. Par contre, le point de vigilance, c'est la baisse des dotations des collectivités territoriales qui sont un gros investisseur. Et pour nos routes, un certain nombre d'ouvrageards, des écoles, etc. Et c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a des projets qui sont un peu en sursis, des décisions reportées? Pour l'instant, les choses vont encore bien, mais l'équation budgétaire auquel ont affaire les collectivités territoriales font qu'elles risquent de baisser significativement le niveau de leurs investissements dans les années qui viennent. Donc c'est un point de vigilance. Vous êtes d'accord avec ça, Florent de Kersauzon? Vous avez raison, je pense. Donc, les collectivités territoriales vont plus se préoccuper de faire fonctionner leurs services que d'investir. Ça, c'est pour moi une certitude. D'autant que, mais là c'est le chef d'entreprise qui parle, elles auront une certaine difficulté à réduire leurs effectifs. Peut-on dire que le secteur du bâtiment, aujourd'hui, est définitivement sorti de cette crise de 2008 ? On peut dire qu'effectivement, aujourd'hui, il a effacé 2008, mais il lui a fallu vraiment beaucoup de temps, puisque c'est que dans 2017 qu'il arrive à retrouver un niveau d'activité comparable à ce qu'il était avant. Pour autant, le bâtiment, c'est un secteur très cyclique. Et dire qu'on est sorti définitivement, non. Il y aura des phases de croissance, des phases de décroissance. Mais on peut dire qu'on est quand même sorti du cycle de décroissance. Oui, et notamment les destructions d'emplois qui ont été extrêmement importantes, aujourd'hui, ont été compensées. Mais vous dites que 2008 est effacé, vous, monsieur ? Du point de vue des chiffres d'affaires des entreprises de la région Bretagne et des effectifs des entreprises du bâtiment, oui. Là où ce n'est pas tout à fait effacé, c'est que les marges des entreprises du bâtiment restent tendues, restent très difficiles. Il y a du volume, il y a du chiffre d'affaires, mais par contre, les marges sont encore un peu difficiles. Donc, petite limite, oui, c'est effacé, mais sur les marges, peut-être pas tout à fait encore. Oui, d'accord. Ouais. Alors, l'industrie aussi reprend des couleurs, plus de 1000 emplois créés l'an passé, avec un secteur en particulier, l'agroalimentaire. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment l'agroalimentaire qui porte cette reprise. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là, l'agroalimentaire, d'une industrie stratégique en Bretagne ? Sans le moindre doute.
hein, sans moindre doute. D'abord parce qu'on a une agriculture très puissante, et donc une proximité entre l'industrie agroalimentaire et les producteurs qui est importante. Ensuite, parce qu'il y a d'autres ressources, hein, en particulier des ressources du futur, comme les algues, qui vont rentrer progressivement dans notre alimentation. Et puis, il y a une industrie de transformation, il y a des marques qui émergent, qui étaient des marques régionales et qui deviennent des moteurs. Hein. J'étais en admiration hier devant la boutique de Enaf dans la gare de Rennes. Hein. Enaf, Guyader, enfin tous les gens qui font de la nourriture un peu sophistiquée, voilà, les voilà, et on compte sur eux. Après, on parle d'agroalimentaire, on parle de transformation, après les lourdes restructurations de Tilly Sapco, d'où les difficultés rencontrées aujourd'hui par Synutra. Est-ce qu'on peut encore qualifier d'atout cette industrie ? Ou est-ce que ce sont des épiphénomènes ? Je pense qu'effectivement, je partage totalement ce que dit Florent Kersozon. On a véritablement un secteur d'une puissance extraordinaire, parce qu'il est très efficace du point de vue industriel, mais il est aussi très efficace du point de vue agricole. L'agriculture bretonne est très forte. Alors par contre, que l'agriculture bretonne, que les industriels soient obligés de développer, comme vous le disiez, des produits nouveaux, des produits plus haut de gamme, à plus forte valeur ajoutée, c'est certain. Qu'il y ait des restructurations très douloureuses, ça c'est certain aussi. Mais elles participent aussi à l'efficacité de ce secteur, parce qu'ils regardent devant. Ils regardent devant. Donc, si vous prenez le lait, aujourd'hui, les producteurs de lait sont dans une situation difficile. Pour autant, c'est un secteur qui est extrêmement innovant, il se passe plein de choses. Et en termes de perspective, ces industries agroalimentaires bretonnes ont des vraies perspectives. Donc il ne faudrait pas croire que ces difficultés que vous avez citées là, et qui sont bien réelles, hein, il y a des gens derrière, hein, mais dans une stratégie de long terme, c'est véritablement un point extraordinairement fort pour la Bretagne. Oui, il y a un point que je voudrais rajouter là-dessus. Il y a des gens dont on ne parle pas souvent, c'est les copés en Bretagne. Hein, c'est les copés. Hein, c'est nos amis de la C4 Saint-Paul, hein, c'est Prince de Bretagne, ce sont les gens de Plougastel, ce sont les gens du lait, ce sont les gens, etc. Et je crois que le secteur coopératif en Bretagne, c'est d'abord un très grand secteur industriel, et un secteur industriel très novateur. Voilà. Très novateur, avec beaucoup d'idées, beaucoup de nouveaux produits, et ça, je veux dire, c'est un avenir pour nous, ça. Oui, excusez-moi, c'est important ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, le secteur de l'agrobusiness, c'est un de nos socles industriels fondamentaux depuis de nombreuses années, qui est en train d'évoluer, innover au niveau de ses process de fabrication en permanence. Vous savez, j'ai visité des entreprises qui, au niveau de leurs ateliers et de leur organisation du travail, n'ont pas à rougir par rapport à des très très belles entreprises de l'automobile, par exemple, que nous avons aussi en région, et qui est aussi un socle qu'il ne faut pas négliger, qui nous a fait progresser. Lorsque l'on parle effectivement du secteur coopératif, le lien dont je parlais tout à l'heure avec les éleveurs, avec les agriculteurs, c'est aussi quelque chose de fondamental. Et les notions de circuit court font faire partie également, en termes de logistique, des axes d'innovation possibles. Et puis, il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est concilier nos responsabilités en termes de développement durable et d'écologie avec le fait de continuer à produire. Si je prends le cas du porc, chaque fois que l'on perd une production de porc, on fragilise l'industrie agroalimentaire de transformation derrière. Alors justement, de l'agroalimentaire, on va passer à l'agriculture, si vous voulez bien. Et comme souvent, le bilan est contrasté. Hein. En cause, la volatilité des prix qui, d'un semestre à l'autre, finalement, peut doper une production ou bien l'affaiblir complètement. La situation s'améliore un peu pour les producteurs de lait. Elle est toujours difficile pour les producteurs de porc. L'agriculture, un secteur en permanente mutation et du coup, où on ne peut absolument pas faire de prévision. Qu'est-ce que vous dites à un agriculteur aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut lui garantir l'année prochaine que ça va bien se passer pour lui ? Ils sont finalement extrêmement exposés à cette volatilité des marchés. Ah oui, ils sont de plus en plus exposés aux prix mondiaux, ça c'est une évidence.
pour autant, ce sont des secteurs qui sont hyper innovants. On n'imagine pas à quel point les exploitants agricoles aujourd'hui sont dans l'innovation, dans les modes de culture, dans la digitalisation de la programmation. Donc, on est véritablement ici, je crois, sur des agriculteurs qui peu à peu s'intègrent dans une vraie démarche, comme vous dites, de proximité, de qualité en lien avec l'écosystème, en lien avec les coopératives, qui surfent sur aujourd'hui de plus en plus le besoin de produits tracés, de qualité, bio. Donc, je crois qu'on sous-estime énormément la capacité d'adaptation de ce secteur agricole. Ceci dit, ils n'ont pas le choix. Parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'agriculture, enfin, en France et particulièrement en Bretagne, c'est un secteur qui souffre. Et en fait, c'est un secteur qui, dans beaucoup de cas, est le dos au mur. Et donc, quand on a affaire à des jeunes, effectivement, ils cherchent des solutions. Mais il faut savoir que c'est un secteur qui souffre, qui a du mal et qui doit se battre tous les jours pour assurer une survie qui est souvent précaire. Il faut penser à ça, parce qu'il faut se souvenir que c'est un métier dans lequel les gens se suicident, les gens disparaissent. Et il faut penser à nos agriculteurs, il faut penser à leur trouver des débouchés dans le futur, à des bons prix. Un petit mot sur les autres secteurs industriels clés de la Bretagne. On pense télécom, automobile, construction navale, là aussi, les indicateurs aéronautique et défense. Alors justement, tous ces secteurs sont plutôt verts, là aussi. Oui. OK. À l'image de l'économie française, c'est le tertiaire, le domaine des services qui est le plus dynamique. 8 emplois sur 10 se créent aujourd'hui dans le tertiaire marchand. Tourisme et transport connaissent de fortes croissances, mais plutôt que de faire justement l'inventaire complet, je voulais aborder avec vous l'avenir. Alors vous avez déjà parlé un petit peu d'aéronautique de défense. Quels sont selon vous les futurs relais de croissance? Quel est votre rêve un peu pour l'économie bretonne là, dans les 30, 50 prochaines années? Qu'est-ce que vous voyez comme secteur? Forcément, je pense à la finance parce que en Bretagne au moins il y a des leaders et puis on a... Vous voulez refaire une city on a Arkea, par exemple, qui est à la fois une société, un groupe qui investit à la fois dans sa propre innovation et qui, à la fois, est un moteur dans les fintech et dans l'innovation, dans les métiers autour de son propre métier. Et pour moi, Arkea est un véritable exemple et un moteur du futur de ce qu'on fait dans la région. Et c'est pour ça qu'on tient à ce qui reste... Alors, pour vous, c'est la finance. Pour vous, Monsieur Trush? Je veux dire, c'est le fait que la Bretagne est multisectorielle. Et ça, c'est un... Mais si on devait choisir quelques axes vraiment où on se dit, là, il y a quelque chose à creuser. Alors, bien évidemment, tout ce qui tourne autour de l'industrie des produits liés à l'industrie du futur, mais... Là, c'est une porte ouverte. C'est pas une réponse que je suis en train de vous faire. L'aéronautique, la défense et le spatial comptent en Bretagne de très belles pépites, des petites entreprises, des entreprises de taille plus importante, qui sont là aussi très, très innovantes, qui sont ouvertes sur d'autres régions de France, qui sont ouvertes sur d'autres régions du monde, et sur lesquelles on a certainement un déficit d'image et de communication. Parce que la filière est en cours de devenir, en cours de création. Je vois la manière dont Bordeaux, mais surtout Toulouse, a su communiquer et structurer sa filière aéronautique, alors que je connais bon nombre d'entreprises qui travaillent pour les grands donneurs d'ordre et qui sont pas loin d'ici d'ailleurs, ou ailleurs sur le territoire breton. Il est temps qu'on communique davantage et qu'on favorise en fait tous les projets collaboratifs qui permettront d'avoir une meilleure visibilité, d'attirer des talents sur notre territoire, parce qu'on en a un peu parlé. Votre reportage aussi insiste sur les compétences, sur l'emploi, sur le fait que la vraie bataille de demain des différents territoires, ça va être le fait d'être capable d'amener des gens, de former des gens et de les garder dans nos entreprises, sur nos territoires. Mais c'est encore du savoir-faire et savoir le communiquer. Et vous, Monsieur Prevet? Je crois qu'une des forces de la Bretagne, c'est d'avoir un tissu, alors évidemment avec des industries agroalimentaires très puissantes, mais un tissu qui est diversifié. Alors, il n'y a pas de géant. Vous avez parlé d'Airbus. C'est sûr qu'en Occitanie, Airbus, c'est un géant qui tire tout. Nous, on n'a pas de géant. Donc, on pourrait dire, c'est dommage, on n'a pas de géant. Mais à l'inverse, on a des entreprises dans les territoires, y compris dans des territoires ruraux, et se développent de nouvelles technologies. Et on est certainement à la veille
de connexion beaucoup plus forte entre toutes ces entreprises sur le territoire et les offres qu'offrent ces nouvelles technologies. Donc tout à l'heure, on parlait avec des start-upers, mais on voit bien qu'à travers des métiers traditionnels de l'industrie, on peut développer des solutions qui ne sont pas du tout traditionnelles. Peut-être la Bretagne de demain, c'est ça, c'est une multiplicité qui s'appuie, et alors il y a du savoir-faire sur l'électronique, sur French Tech, etc. Mais c'est certainement pas une grosse locomotive qui tire tout. Et c'est peut-être une chance. Alors justement, on va regarder un exemple. On parlait de domaine d'avenir. L'énergie verte semble prometteuse. Dans notre région, les projets d'éoliennes en mer et d'hydroliennes ont été largement médiatisés. Mais de nouveaux concepts se développent aussi dans le solaire. Exemple à Vitré avec la société OKWind. C'est un reportage de Benoît Levaillant et Thierry Brier. Des jeunes ingénieurs, du brainstorming, des schémas difficiles à comprendre pour nous. Bienvenue chez OKWind, entreprise qui imagine et fabrique des panneaux photovoltaïques de plus en plus intelligents, les trackers. On va regarder la consommation du client et en fonction de la consommation du client, on va proposer une installation la plus adaptée possible avec plusieurs trackers différents. Les trackers fonctionnent comme des panneaux solaires, mais s'orientent pour suivre le trajet du soleil. En plus, ils sont bifaces, ils captent les rayons indirects par réflexion à l'arrière des panneaux. Pour Louis-Maurice, le patron, l'idée c'est l'autoconsommation. L'énergie verte produite via les trackers alimente en électricité le bâtiment voisin. On arrive à assurer une autonomie énergétique entre 30 et 40% lorsqu'on dimensionne bien les installations, que ce 30 ou 40% d'autonomie s'amortit entre 7 et 10 ans. C'est à peu près les moyennes sur lesquelles nous sommes. Et l'ensemble de l'installation est faite pour produire pendant 25 ans. Des chiffres séduisants grâce à une technologie innovante, pourtant qu'il a été compliqué de trouver les fonds. C'est beaucoup plus difficile de convaincre des banques que des clients. Les clients ? Des PME, quelques collectivités et surtout des exploitations agricoles. Près de 360 trackers ont été installés en France, comme ici, dans cet élevage de porcs près de Lamballe. En temps réel, on a la capacité à voir la consommation, la production de la machine. On est à peu près sur 30% de couverture des besoins depuis que les machines sont installées. Lucien Geffrelot est le propriétaire de cette unité de sélection porcine. Dans ses bâtiments 200 porcs, une activité gourmande en énergie. Quand il a constaté que les tarifs d'électricité allaient augmenter de façon durable, il s'est laissé séduire par l'autoconsommation. À l'automne 2017, il achète 5 trackers pour 250 000 €. Dans le milieu agricole, beaucoup pourraient lui emboîter le pas. Avant même que je les installe, c'est un sujet qu'on aborde entre nous, professionnels, parce que l'énergie, même avec nos comptables, on s'aperçoit que dans nos bilans, c'est une partie qui prend de l'importance. OKWind est en pleine expansion. De 13 salariés en 2015, on est déjà passé à 35 et l'entreprise prévoit de recruter 14 personnes cette année, des ingénieurs et des commerciaux, pour se lancer à la conquête de nouveaux marchés en Espagne et au Maghreb. Erwan Minier, le créateur de Target First. Bonjour. Bonjour. Donc vous nous avez rejoint, merci. Votre société commercialise un produit permettant aux entreprises d'améliorer leurs relations clients sur le web, d'acquérir de nouveaux clients. C'est ça? Je ne me suis pas trompé? C'est presque ça. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Je peux apporter une précision. En fait, on équipe principalement les sites e-commerce français. Et on a développé un algorithme de ciblage, ce qui fait qu'on sait identifier finalement les internautes qui vont abandonner une transaction s'ils ne sont pas conseillés. D'accord. Et alors, on les met en relation avec un conseiller, par chat principalement, et une fois sur 3, ça aboutit à une vente. Vous évitez qu'on perde des clients plutôt. C'est ça, on sauve des paniers abandonnés. Pierre Ménard, bonjour. Néran, excusez-moi. Bonjour, directeur du groupement d'employeurs Atout. Atout embauche des salariés en CDI, on est d'accord, et ceux-ci partagent leur temps de travail entre plusieurs entreprises, assurant ainsi flexibilité pour les entreprises et sécurité de l'emploi pour les salariés. C'est un peu ça la mission? C'est un peu ça la mission, effectivement. Alors, dans le reportage précédent, on a entendu un chef d'entreprise se plaindre de la frilosité des banques. Erwan Minier, vous qui avez fait cette démarche de recherche de fonds pour développer vos entreprises, et vous, Florent de Kersozon, qui financez les entreprises de croissance, quelle est votre analyse? Est-ce qu'il est si difficile pour une entreprise naissante, une start-up, de se financer en Bretagne? Retour d'expérience. Alors, mon retour d'expérience, c'est qu'effectivement, ce n'est pas si difficile que ça, dès lors qu'on s'adresse aux bonnes personnes.
Donc, grosso modo, une banque traditionnelle, c'est pas la bonne personne. Non, c'est absolument pas la bonne personne en phase d'amorçage. En revanche, il existe bon nombre de dispositifs et d'acteurs, à commencer par les business angels, qui sont réunis aujourd'hui sous la bannière de France Angel, Braze Angel, Armor Angels, etc. Donc business angels, c'est vraiment les personnes qui mettent des fonds au tout premier stade de l'entreprise. Exactement, ce sont des personnes privées qui investissent leurs fonds, aidés par des lois de défiscalisation en déclin, on peut le souligner, et qui, donc, les premiers, croient et parient sur des entreprises innovantes et naissantes. Et ce réseau, donc, il est efficace, ce réseau de business angels? Oui, c'est efficace. On fait beaucoup de co-investissements avec eux, d'ailleurs. À part le fait qu'on a investi chez Garçon dans un moment de folie, on a investi très fréquemment avec des business angels sur des projets en Bretagne, oui, bien sûr. Donc c'est pas particulièrement difficile à partir du moment où on a un bon projet. Il faut aussi tomber sur des gens qui veulent bien. Et ça, c'est un cocktail assez étrange de... qu'est-ce qu'on peut dire? De la technologie présentée par la start-up ou de son projet, de la confiance que le fondateur peut générer, bien sûr, la confiance, et puis des perspectives telles qu'on peut, nous, les appréhender. L'expérience, d'ailleurs, prouve que ce n'est pas forcément les types les plus sympas qui réussissent ou les gars qui ont les meilleures technologies. Mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est notre métier. Pierre Meyrand, les entreprises se plaignent de ne pas trouver des candidats lorsqu'elles proposent des emplois ou des candidats pas suffisamment qualifiés. Est-ce qu'on peut parler d'inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail? Je pense que ce terme peut être employé. C'est vrai que nous avons des entreprises qui, quand elles sont en recherche, ont sûrement des habitudes d'autrefois sur certains cas. Je recherche pour demain, je veux des critères extrêmement précis, alors que l'ouverture d'esprit pourrait permettre d'aller chercher de nouveaux profils. Sûrement aussi des attractivités ou de l'attractivité en inadéquation avec les attentes de maintenant. Donc, de ce point de vue-là, et puis de l'autre côté, je pense aussi que nous avons des modifications du point de vue des candidats. Ces modifications font que y a une réelle inadéquation. On entend beaucoup parler du bonheur au travail, qui est extrêmement porté. On ne peut pas être contre, sauf que cette tendance a un impact très lourd sur ceux qui ne sont pas dans le bonheur au travail, sur la notion de « mais je veux changer de boulot ». Je culpabilise de ne pas être dans l'entreprise de mes rêves ou de faire ce que j'aime. Et donc, cette tendance fait que ils vont quitter peut-être des emplois ou ne pas aller vers certaines branches parce qu'on leur vend autre chose et ils culpabilisent réellement. Et on se retrouve avec une inadéquation sur certains métiers en tension. Et ça, on le dit peu. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on a des entreprises qui parfois sont un petit peu vieux jeu dans leur mode de recrutement, justement, et des salariés des candidats qui attendent quoi? Qui attendent trop de merveilles? Qui attendent trop, peut-être, du monde de l'entreprise? Vieux jeu, pour certains, d'autres sont très innovantes. Après, c'est des branches aussi qui n'ont pas une attractivité en termes de... On parle de l'industrie agroalimentaire. Ça n'a pas l'image que ça pourrait avoir s'il y avait une communication mieux maîtrisée. Et puis vraiment des efforts aussi de certaines usines, d'un certain industrie qui doivent travailler. Et puis des personnes en recherche d'emploi qui entendent parler de beaucoup de choses dans les médias, il faut aller vers le métier de vos rêves, etc. Mais on ne peut pas tous aller vers le métier de ses rêves. Et on se retrouve avec réellement, nous on le ressent en permanence depuis quelques mois, et puis une grosse année, des personnes qui culpabilisent de ne pas faire ce qu'elles ont envie de faire dans leur vie. Culpabilisent parce qu'elles s'estiment pas assez douées, pas assez... Par rapport à leur environnement personnel, dire voilà, moi je suis dans tel métier, c'est pas terrible, je veux changer. Et tout le monde ne peut pas changer, on ne peut pas tous être créateurs d'entreprise. En tout cas, notre industrie actuelle ne pourra pas le survivre. Et on a cette vraie difficulté, c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais. C'est pour ça qu'il faut créer, comme ça se fait dans la Silicon Valley, des happiness managers, des directeurs du bonheur dans les boîtes. Je ne sais pas, parce que c'est pas le métier qu'elle recherche, un métier, certains créateurs de bijoux. De nombreuses femmes veulent aller vers créateurs de bijoux, mais tout le monde ne peut pas être créateur de bijoux. Et on ne peut pas tous en vivre. Et donc, on arrive avec cette tension, mais après, on ne peut pas ce à quelqu'un de vouloir faire ça. Alors là, c'est son décalage. Ouais, là, ce sont des projets personnels, vraiment des aspirations personnelles de ces candidats. Et quels sont un peu les secteurs en tension, là, actuellement, qui manquent vraiment de personnel?
je veux bien continuer là-dessus. Oui. L'industrie agroalimentaire, c'est flagrant. C'est flagrant. Là, on parlait tout à l'heure de l'économie. Est-ce qu'elle va bien? De nombreuses industries refusent des marchés. Faute de personnel dans leurs entreprises. On parle de personnel qualifié, mais parfois, c'est simplement de personnel. On ne peut pas ouvrir une ligne parce qu'il manque certes le responsable de la ligne, mais il manque aussi 3-4 personnes sur cette ligne. Donc, on est obligé de refuser des marchés. Donc, l'industrie agroalimentaire est en véritable tension dangereuse dans certains cas. Oui, je pense que tous les secteurs d'activité aujourd'hui ont un problème de recrutement. Alors, c'est lié certainement à des attentes nouvelles, quoique dans toute ma vie professionnelle, c'est assez amusant parce qu'il y a une trentaine d'années, on crée, ou il y a 40 ans, on créait des primes d'ancienneté pour fidéliser le personnel. Puis après, on a expliqué aux gens qu'il fallait qu'ils soient mobiles dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, et que dans leur vie professionnelle, ils auraient 5-6 aventures professionnelles. Et puis de nouveau, maintenant, on essaie de refidéliser les gens. Bon. Donc des primes de jeunesse. Voilà, peut-être. Il y a le fait aussi que bon nombre de nos entreprises sont des entreprises se développant dans les secteurs ruraux, et qu'il n'est pas forcément facile de trouver une solution pour la conjointe ou le conjoint. Donc ça fait également partie des problèmes que nous avons à gérer collectivement. Il y a aussi la notion d'incertitude quant à la consistance même des métiers. Quand on dit aujourd'hui que dans 15 ans, 60 ou 20 ans, 60% des métiers actuels auront disparu, mais qu'on ne sait pas dire à quoi vont ressembler les métiers de demain, eh bien, c'est difficile d'avoir une vocation à 15 ans ou à 20 ans. Donc, là aussi, cette incertitude, il faut qu'on arrive, non pas à la réduire, mais à faire en sorte qu'elle rentre dans les mentalités et qu'elle ne soit plus anxiogène. La capacité qu'auront les entreprises aussi à former leur personnel. Une chose aussi qui me choque profondément, on parlait du secteur bancaire. Quand je vois le secteur bancaire, qui lui-même a du mal à recruter, même si, par ailleurs, il a licencié, mais pas forcément le même profil, va chercher des ingénieurs de l'industrie, formés pour l'industrie, pour, moyennant formation, devenir des chargés d'affaires dans le secteur bancaire, c'est sûrement très bien, mais quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Erwan Mignet, vous avez rencontré des difficultés de recrutement. Je rappelle que vous avez fondé votre start-up là, à Saint-Brieuc. Oui, alors je vais rebondir quand même sur ce sujet juste avant. Je crois qu'il faut noter aussi que le rapport au travail a changé considérablement. Aujourd'hui, on a plusieurs générations qui simultanément travaillent, collaborent ensemble. Eh bien, la jeune génération que je recrute, mais pas que, moi j'ai des jeunes de 25 ans, j'en ai de 35, j'en ai de 45 et voire plus, le rapport au travail n'est pas le même. Donc, un programme de fidélisation a pu marcher sur une classe générationnelle, mais la génération d'aujourd'hui aspire à autre chose. Ce ne sont pas les mêmes réponses qu'il faut trouver. Et ce n'est pas les mêmes réponses, et surtout, c'est un état de fait. C'est-à-dire qu'il faut peut-être oublier cette idée qu'on va construire sur des années longues une collaboration extrêmement durable. Donc, il faut être dans l'instantané, prendre le maximum tout de suite, de part et d'autre, d'ailleurs, et à chacun ensuite de suivre sa route. Donc voilà, donc ce qui crée, y compris dans nos domaines, des difficultés à recruter. Je dirais de manière très globale, la fonction commerciale aujourd'hui est une fonction qui est compliquée, une population qui est compliquée à recruter, quel que soit le secteur. Nous, on recrute aussi des développeurs, des ingénieurs, etc. Donc il y a deux phénomènes, il y a une pénurie considérable. Une pénurie globale. Et pas ensuite, spécifique à notre région, en tout cas. Région ou pas. Et ce qui se passe, c'est que dans les villes comme Paris, où nous sommes aussi implantés, il y a un turnover affolant lié à cette pénurie, ce qui rend encore plus vrai ce que je disais juste avant. Alors nous, nos difficultés à recruter en Bretagne se sont traduites par la chose suivante, c'est que effectivement, en Bretagne, à Saint-Brieuc, bord de mer, on a un cadre de vie extraordinaire à offrir. En fait, on offre un projet de vie. Oui, ce qui est une manière de fidéliser les gens, finalement. Voilà, mais ça ne fait pas tout. Et aujourd'hui, on a quand même été conduit en 2016 à ouvrir une base à Paris, motivé en premier lieu par le fait qu'on aurait plus de succès de recruter sur les fonctions sur lesquelles on recrutait. Et le poste était ouvert à Paris et à Saint-Brieuc. Et force est de constater que, bon, je vous rassure, on a quand même
les 80% des effectifs qui sont à Saint-Brieuc. Mais voilà. Et sur quoi on peut travailler justement pour essayer d'améliorer finalement, d'effacer cette inadéquation? Vous l'avez dit, il y a, en Bretagne, on peut parier sur le cadre de vie pour attirer les talents. Quels sont les autres leviers qu'on peut peut-être espérer actionner C'est très simple. Hein. Déjà, à l'échelle de la Bretagne, on a des différenciations majeures. Entre Rennes, Saint-Brieuc, Brest ou Vannes, déjà, on a des infrastructures de transport qui ne sont pas les mêmes. On a une ligne à grande vitesse qui s'arrête à Rennes et ensuite qui ralentit pour venir jusqu'à Saint-Brieuc. Pourquoi ? Et Brest encore plus. On a un monde universitaire qui est concentré sur Rennes et Brest. Ça représente un vivier considérable en début de carrière, en milieu de carrière, en fin de carrière. Donc ça crée une autre difficulté. Donc déjà, si on avait une harmonisation de ces bassins universitaires et des infrastructures de transport, ça serait un vrai plus. Parce que vous avez vraiment senti tous l'effet LGV, du coup. C'est une mini-révolution pour... Moi, je vais à Paris une fois tous les 2 semaines. Ça a changé considérablement la vie. Un Rennais met 1h28 pour faire Paris-Rennes. C'est... Oui, il y a quand même des points positifs. Qui marchent. Les trucs qui marchent aujourd'hui, on peut aller, même quand on part de Saint-Brieuc ou quand on part de chez moi à la Trinité, on peut aller arriver à Paris, avoir un rendez-vous avant le déjeuner. Oui, pour les entreprises, c'est vraiment un atout. Ça, quand même. Oui, mais aujourd'hui, on peut caler, nous, 3 rendez-vous dans notre journée à Paris. Ouais. Avant, c'était un parcours, quoi. Hein. Oui, c'était un parcours. Donc ça a changé la vie, c'est-à-dire qu'on peut considérer mener une entreprise à Saint-Brieuc ou à Rennes, avoir comme nous 80% de nos clients à Paris, retrouver dans le train, une fois sur 2, le Wi-Fi et donc une zone de travail digne de ce nom. Alors pourquoi pas tous les trains, c'est une autre question. Mais la trajectoire, elle est là, et là, on va, entre guillemets, supprimer un petit peu les distances qui nous séparent de la capitale. En autre idée que vous aviez, je pense qu'il y a un vrai danger dans la notion de prédation dans le domaine de l'emploi. C'est-à-dire que les entreprises, entre elles, ont une démarche prédatrice. Oui. C'est-à-dire que il manque quelqu'un, je vais aller chercher chez l'autre. C'est extrêmement dangereux parce qu'on appauvrit le territoire. Oui, surtout on appauvrit la relation avec mon voisin. Une des solutions... les entreprises sont forcément en concurrence. Donc je pense qu'il y a des solutions. C'est-à-dire que la réflexion collective sur une problématique comme celle-ci est, à mon avis, une réflexion nécessaire. Il faut que les entreprises se responsabilisent sur ce sujet. C'est essentiel. Et se responsabilisent ensemble. C'est-à-dire qu'elles se réunissent. Nous avons un projet sur le territoire du Pays de Rance où nous avons réuni les industriels autour de la table. Qu'est-ce que vous leur dites alors ? Qu'est-ce que je leur dis ? Alors je leur dis déjà, tout seul, vous n'y arriverez pas. Ensemble, on peut peut-être y arriver. C'est vraiment une grosse différence. Il y a des grands groupes sur le territoire de Saint-Malo, la laiterie, la compagnie des pêches, les gavottes, mais ils n'y arrivent toujours pas. Et donc en se réunissant, on va déjà pouvoir se mettre d'accord sur ce qui manque, aller voir les partenaires pour exiger et collaborer avec eux, et ne pas être dans une logique de prédation. Il me manque mon technicien de maintenance, je vais le piquer chez l'autre. Non, il me manque mon technicien de maintenance, on va aller le former. Et ça, c'est une démarche différente. Et puis, d'un autre côté, amener la culture de l'exigence que l'entreprise, le monde du privé a, et l'amener aux acteurs de l'emploi, aux acteurs de l'organisme de formation. Il y a un vrai décalage en termes d'exigence de résultats. Et il faut que ces acteurs, ces partenaires qui sont très professionnels, passent ce cap. Pour certains, ils y sont déjà. Mais passe ce cap pour d'autres, dire on met en place une formation, il faut qu'il y ait ce résultat au bout, il ne faut pas simplement qu'on ait formé, il faut qu'il soit employable et qu'il soit en emploi. On met en place un partenariat, il faut qu'il y ait des résultats au bout et pas simplement on a mis en place, il faut le résultat. Et ça, ce sont à mon avis 2 axes qui peuvent faire évoluer les choses. Nous pouvons travailler sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire évoluer les mentalités des demandeurs d'emploi ou des personnes en recherche. Ils ont le droit de se retentir ce qu'ils veulent. Nous pouvons faire évoluer nos propres actions en tant qu'entreprise et collectivités et autres. Et il y a un vrai travail sur le Pays de Rance. Élargir finalement ces collaborations au domaine de l'emploi, quand vous parliez des entreprises tout à l'heure. Ce qui vient d'être dit me paraît absolument essentiel. Éviter la concurrence entre les entreprises pour réfléchir ensemble et construire ensemble. Il y a des choses qui, depuis plusieurs années, se font et qui vont dans ce sens-là au niveau de la région Bretagne. Et ça aussi, c'est un de nos atouts. Je vais prendre l'exemple de la métallurgie. La métallurgie a su développer des organismes de formation continue et des organismes de formation initiale par apprentissage, les CFA, en les régionalisant. Rapidement, s'il vous plaît. Pardon ? Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. À la CFA. Et aujourd'hui, la métallurgie, qui connaît aussi un certain nombre de métiers en tension,
eh bien, a su démultiplier grâce aussi à l'aide du Conseil régional. Donc, on verra ce que la réforme, qui est quand même bien avancée, a comme conséquence au niveau des investissements. Mais aujourd'hui, vous avez des CFAI à Brest, à Lorient, à Redon, avec Techsurf, à Rennes, bien évidemment, à Saint-Brieuc, au plus près, en fait, des territoires, pour pouvoir répondre au plus près des besoins des entreprises sur ces bassins d'emploi. Donc, cette démarche collaborative et territoriale, il faut effectivement la développer. Merci. C'est malheureusement, messieurs, déjà la fin de ce débat consacré à l'économie bretonne. Merci à tous d'y avoir participé. Merci. Avant de se quitter, on regarde un dernier dessin. Alors, qu'est-ce que nous a concocté? Waouh, Loïc, vous êtes impitoyable. Hein, mais après tout, être dur à la tâche, ça fait aussi partie de l'identité bretonne. Dimanche prochain, à 11h, vous retrouvez notre émission Dimanche en politique, présentée par Robin Durand. Si vous souhaitez revoir ce débat, rendez-vous sur le site internet de France 3 Bretagne et n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions via Facebook ou Twitter. Toutes vos suggestions sont évidemment les bienvenues. À suivre maintenant votre journal régional. Bon dimanche à tous.